François Chollet, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour participer à cette première conférence lancée par la Maison de l'Environnement de Morsang-sur-Orge qui va bientôt s'installer ici dans ces nouveaux locaux. Cette conférence sur l'eau que vous avez accepté de venir faire aujourd'hui à Morsang-sur-Orge dans ce contexte un petit peu particulier d'une conférence sans spectateurs, juste une conférence que nous allons pouvoir retranscrire à nos habitants, à vos habitants, aux habitants de Cœur-d'Essonne Agglomération par vidéo pour qu'ils comprennent l'importance de l'eau, l'importance de la rivière dans cette agglomération qui s'appelait le Val d'Orge et qui maintenant s'appelle Cœur-d'Essonne Agglomération, et donc l'importance de cette rivière qui coule ici et qui est pour nous vitale, mais pas que, hein, l'eau en général aussi. Alors François Chollet, vous êtes venu en voisin, puisque vous êtes maire de Villemoisson-sur-Orge depuis 1989, je crois, hein, notre doyen à tous, et que... par la durée du mandat, et que vous êtes depuis 2014, je crois, président du syndicat de l'Orge. Donc, première question essentielle, qu'est-ce qui fait qu'un élu comme vous s'intéresse à l'eau? Ma commune, historiquement, Villemoisson-sur-Orge, était membre du syndicat de l'Orge. Et quand j'ai été élu maire, nous avions un délégué. En 1995, c'est moi-même qui suis devenu pour ma commune délégué avec un autre élu, et j'ai appris à découvrir le syndicat de l'Orge, parce que c'est effectivement moins connu évidemment qu'une commune. J'ai écouté ce qu'il faisait, j'ai découvert progressivement, et par un concours de circonstances en 2004, le président de l'époque m'a proposé de prendre plus de responsabilités en assumant la responsabilité des finances. Les finances, c'est un bon moyen, on voit passer tous les projets, c'est un bon moyen de s'impliquer encore plus dans un syndicat. Donc je m'y suis vraiment impliqué, je me suis passionné pour tous les sujets liés à l'eau, parce que ça me paraissait intéressant, que c'était un enjeu, donc je me suis plongé dedans. Et ensuite arrivent les élections de 2014. Et là, donc, il y avait l'ensemble des délégués et on discute tous ensemble pour savoir qui est le nouveau président. Et finalement, on est tombé d'accord et j'ai été élu président du syndicat de l'Orge, donc en 2014 à l'unanimité. Et j'ai renouvelé ce mandat en 2020, donc sur le mandat qui vient de débuter. Donc je dirais que si on devait résumer, c'est... on devient président d'un syndicat de l'Orge, tout du moins pour ce qui me concerne. À la fois, c'est un concours de circonstances, je dirais, étayé par une passion sur le sujet. Merci beaucoup François pour cette explication sur votre passion pour l'eau. Et avant de laisser la place à Thomas, notre journaliste de Morsang Télé, qui vous posera les autres questions sur l'eau, justement, eh bien, moi, j'avais quand même une question, et je pense que tous les habitants doivent se poser, qui est à quoi sert le syndicat de l'Orge? Qu'est-ce que c'est que le syndicat de l'Orge? Ah. Alors, l'émission d'un syndicat de rivière, avant de vous répondre directement, je vais faire un petit peu d'histoire. L'histoire est la suivante. Les rivières ont toujours été un point, si je puis dire, un point, quelque chose de très important dans la vie des civilisations, y compris, et ça a commencé au Moyen-Âge. Les gens ont commencé non pas simplement à utiliser l'eau pour boire, mais à y faire des moulins. Et assez rapidement, sous la monarchie, l'établissement des moulins était autorisé par le roi. Que s'est-il passé? Ça, c'est intéressant. Pendant la nuit du 4 août 1789, l'abolition des privilèges. Eh bien, les droits d'eau, ce qu'on appelait à l'époque les droits d'eau, liés aux moulins, n'ont pas été abolis parce que ce n'était pas un droit féodal, mais c'était un droit monarchique. C'est-à-dire que la monarchie a été remplacée par la nation, par l'État, la République. Donc ils ont perduré. Donc il y avait comme ça des droits d'eau dispersés le long des rivières. En parallèle de ça,
petit à petit, les gens qui occupaient ces moulins, etc., et c'était le cas notamment pour l'orge, nous avions beaucoup de moulins, mais aussi, il y a eu, au fil du temps, la volonté d'assainir la vallée, parce que, en fait, la rivière, compte tenu de la très faible pente, serpentait en fond de vallée, et c'était marécageux, plus ou moins insalubre, avec beaucoup de moustiques. Donc, la rivière a été organisée, il y a eu des endroits, ça a été asséché, etc. On continue l'histoire, de plus en plus de moulins dans le 19e siècle, dans les années 1810, 1820, 1930, des moulins à caractère un peu plus industriel ont été mis en place, mais le problème d'un moulin, c'est que si vous créez un moulin, vous risquez de perturber le moulin qui était avant vous et le moulin qui était après vous. Et donc, à l'époque, l'administration, la préfecture, a demandé aux propriétaires de moulins de se constituer en association pour évidemment s'organiser et éviter que l'un ne profite de son moulin au détriment des autres. Ce qui se comprend très bien. Et après la dernière guerre, les associations avaient commencé un petit peu à péricliter parce que les moulins, évidemment, étaient moins utilisés dans la mesure où ils étaient censés produire de l'énergie. Et avec l'électrification de la France, on avait moins besoin des moulins pour produire localement de l'énergie. Et l'État, l'administration, a demandé aux collectivités de bien vouloir s'organiser et de créer des syndicats intercommunaux. Et c'est comme ça qu'ont été créés deux syndicats, un syndicat sur l'orge aval, qui s'appelait le CIVOA, et un syndicat sur l'orge amont. Il y en avait deux qui s'appelaient le CIVSO. Donc c'était à l'initiative de la préfecture. Alors, quelles étaient les missions de ces syndicats ? Cette histoire montre bien, c'était gérer les droits d'eau, c'est-à-dire gérer la circulation de l'eau. Ça veut dire petit à petit s'assurer que la rivière n'allait pas déborder, que les moulins n'allaient pas être de trop gros obstacles à la circulation de l'eau, organiser ça, et a commencé à apparaître aussi une préoccupation vis-à-vis des inondations. Parce que historiquement, il y avait relativement peu de population, il y avait peu d'ouvrages, donc la rivière, elle débordait vaguement, on va dire, dans des prairies, mais ça n'apportait pas à conséquence. Mais avec l'urbanisation croissante, la préoccupation d'inondation est apparue. Donc voilà pour un peu l'histoire ancienne, je crois que c'est important de bien la comprendre pour voir l'origine d'un syndicat de rivière. Alors c'est rajouté à ça aussi, on le voit bien, le fait que, là j'ai parlé de la rivière, mais si dans les années 60, on a pu un instant, et ça s'est fait, imaginer que la rivière pourrait servir d'égout à ciel ouvert, rapidement on s'est rendu compte que ce n'était pas acceptable, qu'il fallait dépolluer l'eau, et donc les syndicats ont progressivement pris, ainsi que les communes, des responsabilités en matière d'assainissement, c'est-à-dire de collecte des eaux usées, transport des eaux usées qu'on amenait dans des stations d'épuration. Donc ça a été la deuxième compétence qui a été prise en compte. Et ça, c'était dans les années 60-70, essentiellement. Depuis ces années-là, depuis 10, 20, 30 ans, deux autres considérations sont aussi apparues, importantes. On a commencé à se soucier de la qualité de l'eau de la rivière. Une fois qu'on a pu éviter que ce soit un égout à ciel ouvert, on a commencé à se dire que ce serait quand même mieux qu'elle soit de bonne qualité. Voilà. Donc, on a commencé à s'intéresser à la qualité et depuis plus récemment, depuis une petite vingtaine d'années, on a ajouté une dimension supplémentaire qui est de se dire, oui, mais la nature autour de la rivière, les prairies, les bois, les berges, tout ceci, toute cette diversité, cette biologie, la faune, la flore autour de la rivière, ça contribue à la bonne qualité de la rivière, entre autres, et donc on a rajouté une nouvelle dimension qui contribue à la qualité, mais pas seulement, parce que ça devient un espace vert, un espace de promenade. Donc cette nouvelle dimension, aujourd'hui, qu'on appelle classiquement la biodiversité. Et voilà, et ceci donc regroupe à peu près toutes les compétences telles que nous les avons aujourd'hui. Quels sont les grands usages de l'eau et d'où vient l'eau que l'on boit ? Alors effectivement, je crois que c'est la première question qu'il faut se poser. Alors, en France,
nous avons besoin d'à peu près 30 milliards de mètres cubes d'eau par an. Alors, sur ces 30 milliards, il y en a 18, donc en fait presque les 2/3, qui est utilisé pour alimenter les canaux, refroidir les centrales nucléaires, etc. Donc c'est un peu particulier parce qu'on utilise l'eau, mais elle est immédiatement restituée. C'est un prélèvement temporaire de l'eau. Donc si on met de côté ces 18 milliards, qui sont considérés comme effectivement un prélèvement d'eau dans les rivières, après, le deuxième poste de consommation, c'est l'eau potable. Donc c'est à peu près 6 milliards de mètres cubes d'eau qui sont consommés pour essentiellement la boisson, mais pas uniquement, parce que l'eau potable, elle sert aussi à se laver, faire la cuisine, etc. Donc, elle provient, c'est intéressant de savoir ça, à peu près aux 2/3 du sous-sol, et 1/3, c'est de l'eau de rivière qui est potabilisée. Alors, cette quantité, en tant que telle, elle ne représente pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Quand je dis 6 milliards, on ne voit pas tellement. Mais si on rend les choses un petit peu plus concrètes, c'est 145 litres par jour et par personne. Alors, j'ai fait quelques estimations. Si on ramène ça sur l'année, ça veut dire chaque personne, vous, moi, nous consommons en eau potable l'équivalent de 5 petites piscines de jardin. Je crois que là, c'est tout de suite beaucoup plus parlant. 5 petites piscines de jardin par personne. Voilà. Là, on comprend la consommation. Chacun pourra juger de ce que ça représente, qui est loin d'être négligeable. Alors évidemment, il faut faire deux comparaisons, dans le temps et dans l'espace. Au niveau national, malgré l'augmentation de la population, on constate que cette consommation d'eau potable diminue d'à peu près 1% par an. Je pense que c'est grâce à la volonté de tous les habitants de faire des économies. Si maintenant on se projette un peu dans l'espace, force est de constater que des pays comme les États-Unis consomment entre 3 et 5 fois plus d'eau par habitant que nous, mais que dans des pays en voie de développement, notamment en Afrique, où l'eau est beaucoup plus rare, on en consomme beaucoup, beaucoup moins. Donc on voit qu'il y a de très grandes variations de consommation selon les pays. Toujours concernant la consommation et la récupération d'eau, une seconde question. Quels sont les bons gestes à adopter pour un meilleur usage de l'eau ? Alors, je vais commencer par vous faire une réponse un peu paradoxale ou un peu bizarre. C'est que on se félicite en France, et on a raison, que le coût de l'eau soit raisonnable, ne soit pas trop élevé. Mais alors, le paradoxe, c'est que comme ce coût de l'eau n'est pas très élevé, ça n'incite pas à faire des efforts pour économiser l'eau. Donc il faut avoir conscience de ça. Là, on est face à un dilemme, un paradoxe, qu'on ne peut pas surmonter. C'est clair. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a une réglementation, parce qu'il faut bien voir que selon qu'on parle de l'eau potable, de l'eau de pluie, de l'eau des rivières, c'est toujours de l'eau, mais elle n'a pas le même statut, le même usage. Donc, si on prend le cas de l'eau potable, on a intérêt à effectivement l'économiser, même s'il n'y a pas vraiment d'intérêt économique. Mais on peut s'interroger et utiliser de l'eau potable pour arroser le jardin. Je prends cet exemple-là, il est évident quand même que ce n'est pas souhaitable. Il vaut mieux utiliser de l'eau de pluie. Mais malheureusement, la réglementation fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas utiliser l'eau de pluie, par exemple, dans les toilettes. Alors que, je dirais, c'est quand même du gaspillage d'utiliser de l'eau potable pour les toilettes. On prend un certain nombre d'exemples. Donc, il faudra petit à petit aussi qu'on fasse évoluer la réglementation. Troisième point, il faut voir aussi, on va en reparler, les circuits d'eau, parce que l'eau potable, une fois qu'elle a été, entre guillemets, salie, qu'on appelle usée, après il va falloir l'épurer, etc. L'eau de pluie, en revanche, si on peut la restituer le plus vite possible au sol, c'est bien mieux que de la faire circuler dans des tuyaux, avec les risques de débordement que ça représente.
Donc on voit que en fait, l'eau, il faut à chaque fois préciser de quel type d'eau on parle, hein, et à chaque fois bien réfléchir parce qu'on a des processus, je dirais, d'utilisation, de restitution, d'épuration qui peuvent être différents. Risque-t-on une pénurie d'eau à long terme? Alors, la réponse, elle est catégorique. C'est oui et non. Alors, je vais commencer par le oui. Vous avez des endroits comme le Sahara qui, il y a 10 ou 20 000 ans, hein, était une savane. Il y pleuvait de temps en temps. C'est attesté par des gravures rupestres. Aujourd'hui, c'est un désert de sable. Donc le Sahara, clairement, s'est asséché. Donc nous avons des zones qui se sont complètement asséchées. Donc pour ces zones-là, il y a pénurie d'eau. D'un autre côté, nous avons des endroits où les moussons sont de plus en plus fortes. Donc on a trop d'eau. Donc quand je réponds oui et non, c'est que on ne risque pas de pénurie d'eau dans la mesure où de l'eau, il y en a partout sur la Terre. Le cycle du Soleil, évaporation, restitution de l'eau, il fonctionne. Hein, donc de l'eau, il y en a. En revanche, elle est mal répartie. Il y a des endroits qui reçoivent de plus en plus d'eau, d'autres de moins en moins. Qu'appelle-t-on précisément le petit cycle et le grand cycle de l'eau? Alors, pendant très longtemps, toutes les actions qu'on faisait dans le domaine de l'eau, en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le petit cycle. Je m'explique, on prenait de l'eau d'une nappe phréatique, en général elle était quasiment potable, de l'eau de rivière, on la potabilisait, on la distribue à des clients, domestiques, des entreprises. Elle est, à ce moment-là, elle doit être traitée avant d'être restituée à la nature. C'est les eaux usées, on les épure, etc. Et pendant très longtemps, c'était ce à quoi on s'intéressait. C'est ce qu'on appelait le petit cycle de l'eau. Aujourd'hui, on a une approche qui est plus globale. Hein, c'est ce qu'on appelle le grand cycle. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, mais l'eau des rivières et l'eau des nappes phréatiques, est-ce qu'on en a suffisamment en quantité et en qualité? Que peut-on faire pour améliorer cette qualité et cette quantité? Donc c'est là où on réfléchit à l'évolution des pratiques agricoles pour éviter d'avoir des eaux de nappes phréatiques qui soient trop chargées en pesticides. Idem pour les rivières. Et on se dit aussi que l'eau des rivières, elle sera plus propre si la rivière n'est pas canalisée, si effectivement il y a de l'auto-épuration qui se fait naturellement à travers des zones humides, etc. Hein. Et de la même façon, on peut réfléchir que les eaux usées, une fois qu'elles sortent des usines, on peut peut-être profiter de la nature, hein, la disperser, etc., pour qu'avant de retourner dans la nature, il y ait aussi une auto-épuration. Voilà. Donc on a réintroduit dans le grand cycle, je dirais, la qualité, on va dire, des sources, hein, de l'eau, des sources à la fois de sources de l'eau, mais de la provenance de l'eau, hein, la qualité, la quantité. On a commencé à réfléchir effectivement aux quantités et se dire que ceci devait aussi être intégré dans une notion de biodiversité parce que, comme je l'ai indiqué, l'eau de zone naturelle, elle est naturellement stockée, elle est naturellement épurée et la nature donc joue son rôle dans ce grand cycle de l'eau. Question suivante. Que deviennent l'eau de pluie ainsi que les eaux usées de nos villes? Alors, dans la zone parisienne, je commençais tout de suite par une sorte d'exception. Dans la zone parisienne, en fait, les eaux de pluie et les eaux usées vont dans les mêmes tuyaux qui vont dans les mêmes stations d'épuration. Bon, c'est un peu un cas particulier. Ce n'est pas le cas dans notre zone, sur Cœur d'Essonne agglomération, où on a des réseaux séparatifs. On a des réseaux pour les eaux pluviales et des réseaux pour les eaux usées. Alors maintenant, pour répondre précisément, que deviennent les eaux pluviales? Elles arrivent de la voirie et du toit, elles rentrent dans des canalisations d'eau dites pluviales qui vont dans la rivière. Les eaux usées,
elles sont collectées dans les zones d'activité, dans les maisons, dans les immeubles, etc. Elles vont dans des tuyaux d'eau usée qu'on amène dans des stations d'épuration. Ici, Morsan, Villemoisson, ça va dans l'usine de traitement de Valenton. Plus en amont, si on prend le cas des eaux de Breuillet, elles vont dans une station d'épuration dans la ville de plus petite taille. Et encore plus en amont sur le syndicat, on va dans ce qu'on appelait avant du lagunage, on en reparlera, mais ce sont des stations d'épuration où on utilise beaucoup plus la nature. Donc voilà. Donc, deux remarques. Quels sont nos soucis? Parce que ce système tel que je viens de le décrire, il est parfait. Il ne pose pas de problème. Sauf que, à chaque fois que le sol est imprégné d'eau, qu'il y a de la pluie, le débit sur les eaux usées augmente très fortement. Le débit dans les réseaux d'eau usée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des eaux de pluie ou des eaux d'infiltration par le sol qui rentrent dans les tuyaux d'eau usée. Et de ce fait-là, on a des quantités énormes qui peuvent arriver brutalement dans les stations d'épuration. Et on ne sait pas les traiter. Mais on a le phénomène contraire. C'est-à-dire que dans les canalisations d'eau pluviale, quand on regarde à l'arrivée dans la rivière, on voit passer des eaux usées. Parce qu'il y a des mauvais branchements et des eaux usées donc, qui rentrent dans les eaux pluviales et qui polluent la rivière et dégradent sa qualité. Donc, on a deux actions pour lutter contre ça. La première, c'est d'essayer d'avoir des réseaux qui soient étanches pour éviter que le réseau, que le réseau d'eau usée envoie des eaux usées dans le sol, pollue le sol, ou que, dans l'autre sens, les eaux de pluie du sol ne rentrent dans le tuyau d'eau usée. Et deuxième action, là c'est au niveau des tuyaux, la seconde, c'est pour éviter qu'il y ait ce qu'on appelle les mauvais branchements, c'est-à-dire qu'un bâtiment ait raccordé ses eaux pluviales dans les eaux usées ou les eaux usées dans les eaux pluviales. D'accord. Une troisième question. Pourquoi construit-on encore des stations de traitement des eaux usées, STEU, et non des solutions fondées sur la nature? Alors, la réponse, elle est technique et elle est simple. Quand on utilise, j'en ai parlé précédemment, des techniques de lagunage avec des roseaux plantés, etc., disons que ce sont des solutions qui sont parfaitement adaptées pour des petits nombres d'habitants. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin de très grandes surfaces et on a besoin de temps. Il faut savoir que les lagunages, on les installe et on laisse la nature faire son œuvre, c'est-à-dire les bactéries naturelles digérer les pollutions, notamment tout ce qui est phosphate dans les eaux usées. Mais ça c'est des cycles qui durent plusieurs mois. Donc, il faut avoir des grandes surfaces et le temps. Ce qui veut dire, à contrario, que dans les zones urbaines denses, dans toutes les villes, etc., c'est absolument impossible. On ne va pas mobiliser des surfaces de départements entières pour faire du lagunage. Donc, on est bien obligé de passer par des usines qui vont traiter des flux. Voilà, c'est une réponse qui est technique. C'est un problème de surface. J'aimerais comprendre aujourd'hui dans quel cadre réglementaire vous agissez. Alors, oui, on a décrit à travers toutes les réponses des missions que nous assurons. Alors, toutes ces missions sont dans des cadres réglementaires qui sont extrêmement précis. Alors, je vais vous donner quelques illustrations. On a parlé de la directive cadre sur l'eau qui a été transposée en droit français, qui se traduit par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux au niveau du bassin Seine-Normandie. Nous retraduisons ça à un niveau un peu plus local dans des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, et on en a un pour ce qui nous concerne, Orgivette, qui donne des prescriptions assez précises sur ce qu'il faut faire. Par exemple, quelle est la politique vis-à-vis du zéro rejet? Je prends cet exemple-là, qui n'est pas exactement la même forcément selon les régions, etc. Je prends cet exemple-là. Et donc ce schéma directeur, nous le traduisons dans nos actions, il faut qu'on le respecte, mais de la même façon, il y a un certain nombre de règles qu'il faut traduire dans les plans locaux d'urbanisme, et donc à l'arrivée qu'on impose dans des permis de construire. Donc on voit qu'on a toute une chaîne réglementaire qui va partir de très grandes orientations d'objectifs d'une directive cadre européen jusqu'à des prescriptions qui s'imposent à une construction.
On a, si je prends un autre sujet, on a quelque chose qui s'appelle la directive eaux résiduaires urbaines, qui est une directive européenne, qui donne des prescriptions sur toutes les stations de traitement des eaux usées, en fait, qui impose que les eaux usées soient toutes traitées avant rejet dans la nature. Donc ça vous donne des qualités de l'eau en sortie des stations, et ça va s'appliquer aux zones de lagunage comme aux stations de traitement des eaux usées. Donc à l'arrivée, ce sont des prescriptions techniques détaillées que l'on va avoir. Il y a d'autres directives, par exemple, qui sont sur l'interdiction d'un certain nombre de substances qu'on n'a pas le droit de rejeter dans la nature à travers l'eau. Donc ça s'applique parfois dans les usines, ça c'est l'État qui le fait, il y aura des prescriptions donc, de rejet ou de non-rejet, et donc des prescriptions sur le fait que les eaux utilisées dans des process industriels devront être purifiées à l'intérieur de l'outil industriel. Donc ils vont s'appliquer aux industriels. Donc nous, on a tous ces cadres-là qu'on va appliquer, bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais on intervient aussi quand il y a une installation industrielle sur ces conditions de rejet en termes de qualité, de quantité. Sur les règlements d'assainissement qui sont en annexe des plans locaux d'urbanisme, ils doivent aussi satisfaire toute cette chaîne. Voilà ce que je peux dire, quelques illustrations en espérant que ce soit à peu près compréhensible, mais sur ce cadre réglementaire qui est très lourd et qui nous force en permanence, mais c'est bien à innover, nous adapter et faire des efforts. Monsieur Cholet, depuis près de 7 ans, à Morsan, un immeuble construit rue de la Ferme sur une source d'eau nécessite le pompage incessant de son sous-sol. Cette situation est un drame écologique et économique. Vous qui êtes un grand défenseur de l'eau, diriez-vous que le droit de l'urbanisme est aujourd'hui à la hauteur des enjeux de préservation de l'eau ? Alors, c'est une question sur laquelle j'ai eu l'occasion de me pencher, notamment la situation de cet immeuble sur Morsan. Et je vais vous répondre très précisément ce que j'en pense. Je dis ce que j'en pense parce que je sais qu'il y a des contentieux juridiques, etc. Donc je vous donne mon avis. Nous sommes ici, sur le plateau, puisqu'il est à flanc, cet immeuble n'est pas dans la vallée, pour autant que je sache, il est plutôt, on va dire, à flanc de coteau. Nous savons qu'à flanc de coteau, il y a des circulations d'eau, des résurgences d'eau, etc. Donc, pour moi, lors de la construction de cet immeuble, pour la construction de cet immeuble, il faut faire des études de sol, de sous-sol. Et je pense que là, il y a eu une impasse, une malfaçon dans l'étude préalable, parce qu'on aurait dû se rendre compte de la présence d'eau et traiter cette question-là plutôt que de construire en se disant que le problème allait se résoudre tout seul. Donc je pense que pour moi, ça relève de la malfaçon de l'étude technique préalable. Donc voilà mon avis technique. Après, introduire le fait que dans un PLU, il faille traiter l'eau, j'y reviendrai, mais je considère que là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un problème de gestion de l'eau, c'est un problème d'anomalie technique lors de la conception de cet ouvrage. Pourquoi n'y a-t-il plus de poissons dans les rivières ? Alors, heureusement, il y en a encore quelques-uns, mais il y en a beaucoup moins. Alors, ce n'est pas nouveau, malheureusement. Je vous ai dit au début de mon propos que la France, comme beaucoup d'autres pays européens, avait eu une grande époque des moulins. Que ça a commencé au Moyen-Âge, et ça s'est surtout développé avec la période industrielle au XIXe siècle. Or, les moulins, tout le monde sait un petit peu comment c'est, on retient l'eau pour avoir une chute d'eau qui fait tourner une roue. On comprend très bien que le poisson, il ne peut pas descendre la rivière, sinon il va se transformer en pâté par le moulin, et il ne peut pas remonter les chutes d'eau. On voit ça dans les films, il y a quelques gros poissons qui peuvent le faire ponctuellement, etc., mais ce n'est pas possible. Il n'y a que quelques espèces de poissons qui sont capables de sauter. Voilà. Donc en fait, tous ces obstacles, ce qu'on appelle l'écoulement, finalement, empêchent la libre circulation des poissons. Donc on peut en mettre, mais ils vont rester sur un tout petit bras de rivière. Voilà. Donc ils auront des difficultés à trouver des endroits pour frayer, se reproduire, etc. Voilà.
Et ce ne sont que certaines espèces. Deuxième point, comme je l'ai rappelé, il y a eu la dégradation des qualités des rivières. À une époque, l'Orge, c'était un égout à ciel ouvert. Bon, depuis, heureusement, on y a remédié. Mais dès lors que vous avez trop d'eau usée qui vont dans les rivières, les poissons ne peuvent pas survivre. Et vous avez aussi un problème de débit. Si on a trop de prélèvements dans les rivières et que le débit est fortement réduit, ça veut dire qu'avec la chaleur l'été, l'eau devient chaude, qu'il n'y a plus d'oxygène et les poissons meurent. Donc malheureusement, tous ces facteurs combinés ont conduit aujourd'hui à la raréfaction des poissons dans les rivières. Mais, j'y reviendrai aussi un peu plus tard, nous avons un certain nombre d'actions pour remédier à tout ça. Très bien. Une deuxième question. Pourquoi ne peut-on pas se baigner dans la Seine? Alors, on ne peut pas se baigner dans la Seine parce que pour se baigner, on n'a pas besoin d'une eau potable, mais on n'a pas besoin, je dirais, on va éviter de se baigner dans des eaux, on va dire, trop chargées ou dangereuses. On a un critère qui s'appelle la qualité d'eau de baignade. Donc c'est moins rigoureux que l'eau potable, mais c'est évidemment pas de l'eau usée, même diluée. Et il se trouve qu'aujourd'hui, dans la Seine, comme dans certaines plages, sur certaines plages, malheureusement du littoral, eh bien, on n'atteint pas cette eau de qualité dite baignade. Alors, quelles en sont les raisons? Les raisons, c'est que trouve-t-on finalement qui empêche la Seine d'avoir une qualité baignade? On trouve des pesticides qui viennent des zones agricoles, on en retrouve quand même beaucoup dans les rivières et donc dans la Seine. À chaque fois que la Seine passe dans une agglomération, malheureusement, comme je l'ai dit, on a des eaux usées qui sont dans les eaux pluviales qui vont se déverser dans la Seine, donc on va avoir des eaux usées qui peuvent être dangereuses qui sont dans la Seine. C'est le cas sur les villes, c'est notamment sur Paris. Et à titre d'illustration, quand il a fallu, à l'occasion des Jeux Olympiques, se dire que nous souhaitions qu'il y ait des épreuves dans la Seine à l'occasion des Jeux Olympiques, pour ça, il fallait que l'eau soit de qualité de baignade, qu'on a regardé quelles étaient les causes. Il y avait toutes celles qu'on connaissait et on en a découvert une à laquelle, disons, personne ne s'était soucié. Ce sont toutes les péniches qui sont amarrées au bord de la Seine et qui en fait n'étaient pas raccordées au réseau d'eau usée, mais déversaient les eaux usées dans la Seine. Ça, personne ne s'en était soucié. Bon, maintenant, ça y est, on a lancé un programme pour que ce ne soit plus le cas. D'accord, très bien. Une troisième question. Comment fait-on pour améliorer la qualité des eaux de rivière? Alors, ça va être un peu un résumé de ce que j'ai dit. C'est tout faire pour éviter d'envoyer des eaux usées dans les eaux pluviales. Donc ça, c'est le contrôle des branchements des maisons. Donc on le fait à l'occasion de chaque transaction immobilière. On demande à ce qu'il y ait un contrôle de conformité. On impose des travaux pour remettre, je dirais, les eaux usées dans les eaux usées, les eaux pluviales dans les eaux pluviales si c'est nécessaire. On fait des contrôles de toutes les installations neuves. Et quand il n'y a pas de transaction immobilière, on a des programmes aussi pour être sûr que tous les bâtiments publics, des mairies, des collèges qui appartiennent au département, eux aussi ne polluent pas les réseaux d'eau pluviale, que les immeubles collectifs ne polluent pas. On s'intéresse aussi aux industriels. Il y a des actions spécifiques un peu plus techniques vis-à-vis de tous les industriels pour s'assurer, parce que là, il peut y avoir des produits, que les eaux qui vont dans les réseaux d'eau usée sont bien traitées. Les eaux pluviales, on fait aussi très attention chez les industriels, parce que parfois le process fait que c'est un peu compliqué. Je dirais, il n'y a pas d'eau pluviale qui puisse malheureusement avoir quelques produits chimiques. Voilà, donc on a toutes ces actions. On essaie, on en parlait aussi, de reprofiler la rivière, de rendre la rivière plus naturelle pour que, si possible, et on a fait ça à différents endroits, avant de rejoindre la rivière, par exemple, les eaux pluviales, on les envoie dans des lagunes, de façon à ce que, de la même façon, elles puissent y stagner, et s'il y a des matières, organiques ou autres, dans les eaux de pluie, eh bien, il y a une phase, un peu un tampon, qui va purifier l'eau avant qu'elle rejoigne la rivière. Et où en est-on de l'atteinte du bon état écologique des rivières en 2027, selon la directive européenne? Alors, la directive européenne a fixé, il y a fort longtemps maintenant, un objectif de bon état des masses d'eau. Masse d'eau, c'est rivière superficielle.
ces rivières en surface, mais quand on parle masse d'eau, on parle aussi des nappes phréatiques en sous-sol. Voilà, donc c'est voilà, un bon état en 2027. À l'époque où ça a été fait, on ne mesurait pas tout, et le bon état ne concernait que 10 ou 20% des masses d'eau telles que je viens de les définir partout en Europe. L'objectif a été fixé pour 2027, mais soyons clairs, à l'époque, personne ne savait si cet objectif était accessible ou pas. Mais il fallait bien fixer une date. Bon, depuis, on en sait beaucoup plus. Donc, on a des dispositifs de mesure de la qualité de l'eau. Malheureusement, ou heureusement, c'est une question de point de vue, on a renforcé les substances qu'on essaie d'identifier dans l'eau. Donc on découvre un certain nombre de substances qu'on ne mesurait pas avant. Donc aujourd'hui, on est plus rigoureux sur ce qu'on appelle le bon état. Donc ça, c'est le premier point. Sur la qualité, de la même façon, on considère que les rivières doivent être, comme je l'ai dit tout à l'heure, auto-épuratrices. C'est pour ça qu'il faut supprimer les obstacles à l'écoulement de l'eau. Donc on s'intéresse aussi au profil des rivières, ce qui n'était pas fait il y a 30 ans. Donc les critères sont beaucoup plus rigoureux. Alors pour donner le résultat aujourd'hui, ce qu'on appelle bon état, c'est soit très bon état, soit bon état. En dessous, on a médiocre et mauvais. Donc bon état, très bon état. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 30% au niveau de la France et on vise à atteindre en 2027, on va dire 45-50%. Alors, mais je dis, ça peut paraître peu, mais quand on regarde d'où on vient, c'est plus. Les critères ont été renforcés et il faut quand même aussi constater qu'on a de moins en moins de rivières médiocres. Donc on n'atteindra pas cet objectif de bon état en 2027, mais il avait été fixé de manière un petit peu théorique. Ça a permis de mettre tout le monde dans une dynamique qui est très positive. On prendra un peu plus de temps, mais on fait quand même de gros progrès, même si apparemment, quand on mesure, les progrès ne sont pas trop évidents. Pourquoi le niveau de l'Orge monte-t-il si vite après chaque pluie? Alors moi j'aime bien cette question qui renvoie sur effectivement les inondations. Alors la question là c'est comment gère-t-on les gros volumes d'eau de l'Orge? Je préfère le globaliser. Alors je rappelle, comme on l'a indiqué, que l'eau qui arrive dans l'Orge vient de toutes les surfaces imperméabilisées et d'ailleurs des grandes zones forestières et agricoles qui existent en amont de l'Orge. Sur l'Orge amont, nous avons des grandes zones agricoles et sur la Rémarde amont, nous avons toute la forêt de Rambouillet. Par ailleurs, les pluies ne se produisent pas forcément tout au même moment. Donc on peut avoir sur certains bras de l'Orge des grosses arrivées d'eau. Deuxième point, l'eau va arriver d'autant plus vite que le sol aura été imbibé ou qu'il sera très sec. Donc, l'eau que nous récupérons dans l'Orge va dépendre de la météo sur les quelques semaines précédentes. L'eau qui arrive dans l'Orge, je vais y venir, la capacité de l'Orge va aussi dépendre du niveau de la Seine. Parce que si la Seine est haute, comme l'Orge débouche dans la Seine, ce qui est arrivé fin mai 2016, ça freine l'écoulement de l'Orge. Donc, pour pouvoir gérer la rivière, nous devons connaître le niveau de saturation en eau des sols, le niveau de la Seine, l'état des pluies, parce que l'eau va arriver plus ou moins vite dans la rivière, dans les zones imperméables, dans les zones boisées, etc. Pour lutter contre ça, parce que là, pour l'instant, ce sont des choses que nous subissons, mais que nous devons prendre en compte en termes de paramètres, nous avons un certain nombre de bassins de retenue et des clapets pour les remplir plus ou moins. Donc en fait, la stratégie que nous avons aujourd'hui, et qui effectivement, j'ai demandé de changer il y a une petite dizaine d'années, elle est la suivante. Il vaut mieux toujours prévenir. C'est-à-dire que quand nous avons des fortes pluies, etc., le mot d'ordre que je donne, c'est on évacue le plus vite possible le maximum d'eau. Et on ne remplit pas les bassins, volontairement.
Il y aurait une autre solution. C'est qu'on pourrait décider de ne pas faire monter le débit de l'Orge et de remplir les bassins. Sauf que si la pluie est dure, une fois que les bassins sont remplis, ils sont remplis. On ne peut plus faire autrement. Donc tout déborde. Donc je préfère à ce qu'on fasse monter le niveau de l'Orge, ce qui veut dire qu'on évacue le maximum d'eau le plus vite possible et on garde le plus possible les bassins peu remplis, hein, de façon à ce que s'il y ait un surcroît d'eau, ce ne soit pas la rivière qui déborde, mais les bassins qui soient remplis. Voilà, donc c'est volontairement qu'on fait monter le niveau de l'Orge très haut pour évacuer l'eau, mais on le laisse à un niveau très élevé, juste avant l'inondation. Hein, on fait ça en gardant le plus longtemps possible nos capacités de remplissage des bassins. Une deuxième question. Qui s'occupe d'éviter que l'Orge ne déborde? Alors, je vous ai indiqué les paramètres. Nous avons des dispositifs de surveillance en permanence. Nous suivons évidemment les cartes radars, nous avons des pluviomètres, nous avons des piézomètres pour mesurer, comme j'ai dit, le degré de saturation en eau du sol, nous avons des débitmètres à différents points sur la rivière, hein, nous mesurons la hauteur d'eau, donc nous avons tout un tas de paramètres. Nous avons pour le remplissage des bassins des vannes qui sont télécommandées à distance. Nous avons un certain nombre de modèles. Hein, tout ceci est dans un algorithme. Hein, et quand nous sentons qu'il y a un risque, on mobilise une équipe qui sont nos personnes qui en temps normal font de l'ingénierie, etc. On a un certain nombre d'ingénieurs qui sont spécialisés. On mobilise une cellule de crise qui va regarder tous ces paramètres et au cas particulier, parce que chaque inondation est particulière, même s'il y en a certaines qui peuvent se ressembler, hein, à ce moment-là, comme je dis, en fonction des algorithmes, des paramètres que nous avons, nous élaborons immédiatement la meilleure stratégie que nous mettons en place. Et ça, quand la situation devient critique, comme c'est le cas, que c'était le cas donc en la dernière grosse inondation donc de mai 2016, où là ça a débordé hein, un petit peu, là on est opérationnel 24 heures sur 24 pour réguler au mieux, parce que si jamais ça doit déborder, il y a après les procédures pour informer, on travaille avec la préfecture, informer les communes, et on a eu des inondations dans le bas de Viry-Châtillon, donc là on passe en, je dirais, gestion y compris de l'inondation, pas gestion de la prévention, ce que nous on essaie de faire, mais après les communes doivent intervenir s'il faut gérer, je dirais malheureusement, l'inondation en tant que telle. Pourquoi parle-t-on désormais de désimperméabilisation des sols? Alors, on parle de désimperméabilisation, ça c'est un concept un peu, enfin c'est un concept ancien, mais on s'est rendu compte assez récemment que dans les zones urbaines, c'était la seule solution pour éviter qu'il y ait trop d'apport d'eau dans les rivières. Et aujourd'hui, sur ce plan-là, les zones urbaines de toute la partie aval de la vallée de l'Orge sont concernées. Hein, je rappelle que tout ce qui est imperméabilisé, ça se voit très bien, hein, c'est toutes les toitures. On a quand même des toitures qui en général sont étanches, donc envoient l'eau dans les canalisations d'eau pluviale. Nous avons toutes les voiries, hein, ce sont les deux grands postes qui représentent des quantités énormes, parce que dans nos communes, si on prend les surfaces telles que je viens de les indiquer, hein, c'est pas loin de la moitié. D'autant que dans beaucoup, je dirais, d'endroits, que ce soit des allées dans des pavillons, que ce soit des pelouses, etc., on n'a pas privilégié l'infiltration, c'est-à-dire qu'on n'a pas des pelouses qui sont très imperméables, et souvent on les draine ou on envoie l'eau. De la même façon d'ailleurs, nous avons tous les drainages agricoles qui nous envoient l'eau, qui récupèrent l'eau et les excédents d'eau qui les envoient directement dans la rivière. Donc, une des meilleures façons de lutter contre les débordements de la rivière, c'est d'essayer de retenir l'eau le plus près possible de là où elle tombe. Donc très clairement, c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans les plans locaux d'urbanisme, hein, à travers une politique qui s'appelle le zéro rejet, où on essaie d'imposer, sauf justification impérieuse, que l'eau soit gardée sur la parcelle. Alors, garder, ça veut dire infiltrer, et si tout ne peut pas être infiltré, elle est stockée et elle est restituée dans le temps, doucement.
On essaie aussi de privilégier cela sur l'existant. Et il y a des projets de réaménagement de parking, par exemple, où au lieu d'envoyer les eaux des parkings directement dans les canalisations d'eau pluviale, on essaie de les envoyer dans des fossés pour qu'elles soient, pareil, stockées, un petit peu digérées par la nature et infiltrées, plutôt qu'envoyées directement dans la rivière. Donc on essaie de, pareil, végétaliser des toits. Là, c'est vraiment une politique un peu tous azimuts. On travaille aussi sur les ruissellements agricoles, comme j'ai indiqué, pour essayer de garder l'eau le plus longtemps possible. Le maître mot, c'est le plus longtemps possible, là où elle est tombée. C'est quand même la meilleure façon parce qu'on ne pourra pas, évidemment, créer de nouveaux bassins tout le long de rétention tout le long de la rivière. Ça, c'est une politique qui n'est pas tenable dans le temps. Une dernière question. Pourquoi ne peut-on pas utiliser l'eau de pluie pour les toilettes? Alors, en fait, ça résulte d'un règlement sanitaire qui interdit d'utiliser l'eau de pluie dans les toilettes. En fait, c'est parce qu'on exige que ce soit de l'eau potable qui soit utilisée dans les toilettes au cas où quelqu'un boirait l'eau des toilettes. Et donc c'est un règlement sanitaire. Alors aujourd'hui, on peut demander des dérogations, mais avec des exigences fortes pour que ce soit des circuits séparés. Voilà, par rapport à l'eau potable. Donc dans l'existence un peu difficile parce qu'il faut refaire la plomberie. Voilà, mais c'est un règlement sanitaire et le principal risque, c'est au cas où quelqu'un boirait, comme ce n'est pas de l'eau potable, et on considère, même si ça peut paraître curieux, que l'eau de pluie qui arrive dans les toilettes n'est pas potable. Voilà, c'est le règlement sanitaire qui le dit, chacun pourra se faire son opinion. Je vous remercie, Monsieur Cholet, pour toutes ces explications et ces réponses à nos questions. C'était un plaisir de vous recevoir. Si vous aviez un petit mot de fin pour nous, quelque chose qui vous semble important. Je dirais en conclusion que l'eau, et ça chacun pourra s'en rendre compte, c'est un thème qui n'est enseigné nulle part. Vous ne trouverez pas une école où vous aurez un diplôme de spécialiste en eau. Pour autant, on constate que l'eau est un sujet qui est de plus en plus présent parce que ça pose des problèmes de quantité pour les inondations, ça représente un enjeu pour l'agriculture, ça doit être traité, c'est nécessaire à la nature dans les rivières, etc. Donc bien que ce soit enseigné nulle part, finalement, de plus en plus de personnes s'y intéressent, de plus en plus de formations, effectivement, et ça commence à être bien, même s'il n'y a pas encore de diplôme en tant que tel. Il y a parfois des diplômes, mais sur des parties très, très parcellisées, je dirais, de ce sujet. Mais on voit que ce qui est intéressant pour nous, notamment en tant qu'élus, c'est d'avoir, comme je l'ai dit au début, une vision sur ce grand cycle de l'eau, et c'est ça l'intérêt d'un syndicat, d'un syndicat de rivière, c'est d'arriver à traiter l'eau sous toutes les formes, parce que ce n'est pas un sujet qu'on peut traiter par partie. C'est un sujet qui est par nature global, et il faut se mettre ça dans la tête, et que, bien qu'il soit global, les efforts, ils doivent être autant faits à notre niveau institutionnel que chacun chez soi. Donc je crois que c'est ça le point qui est important. Chacun peut contribuer à améliorer la qualité et la maîtrise de l'eau chez lui. Parce que l'eau, bien que ce soit un bien qui ne manque pas en qualité, il ne faut jamais oublier, comme ça a été dit dans les assises de l'eau, que c'est un bien qu'il faut économiser, un bien qu'il faut savoir partager et un bien que nous devons absolument sécuriser. Merci. Merci à vous.